Le mot émancipation rappelle la sortie du joug de la colonisation et de l'acquisition des indépendances pour les peuples noirs d'Afrique. Ce n'est pas de cela que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons plutôt évoquer les attitudes, les comportements ou mieux, les capacités d'un individu à accomplir certaines tâches qui font de lui un être libre, c'est-à-dire émancipé. Et lorsque ces capacités ne coïncident pas avec un certain âge, on parle d'émancipation retardée et dans l'inverse, d'émancipation précoce. Ceci constitue-t-il une qualité ou un défaut? Est-il convenable qu'un enfant présente des signes qui ne sont pas ceux de son âge? Son entourage doit-il s'en féliciter ou s'en inquiéter? Voilà quelques questionnements qui serviront de prétexte à notre débat du jour. Mais avant, faisons un clin d'œil à Anne-Carole Edjangay qui a assuré l'intérim pendant mon absence. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue sur vous et moi. C'est un plaisir de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence, comme je l'ai dit tantôt. Le débat va durer 90 minutes comme d'habitude. Comme vous le savez tous, les panélistes n'ont pas changé, c'est les habitués de ce plateau, à quelques exceptions. Monsieur Somo, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi Audrey, merci de m'associer une fois de plus au débat de cet après-midi. J'ai appris par un téléspectateur que vous étiez en congé, vous venez de le confirmer là tout de suite. J'espère que vous avez fait un bon retour. On va dire des congés entre guillemets. D'accord, des congés ou des vacances. Alors, voilà. Vous étiez probablement hors du pays, ça je ne sais pas, mais moi j'étais en congé également comme vous. Oui. Alors j'étais dans mon Ituku natal. Et là où votre Nitoukou natal que vous aimez bien. Le Nitoukou natal, la principauté. Voilà, j'étais là où j'ai joué au football avec des vétérans, l'équipe de vétérans, avec le commandant de brigade de la localité à qui j'ai dit bonjour, le monsieur le sous-préfet de Nitoukou et tout ce monde. Merci, donc je suis là, tout frais, tout neuf. Je suis comme un petit gamin à la rentrée. Voilà. Alors, on va faire un coucou à toute la population de Nitoukou, qui est certainement en train de nous regarder, on espère bien en tout cas. Absolument. Voilà. On a un jeune sur ce plateau, un jeune étudiant, Jean-Baptiste Ouna, étudiant en mines et pétrole à l'UIT de Douala. Bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi. Et c'est un océan d'honneur et de bonheur pour moi de faire partie, de participer à cette émission. C'est une première, donc je compte y apporter aussi votre contribution. Ma contribution. Voilà. En tant que jeune, bien sûr. Voilà, et je profite au passage pour faire un coucou à ma famille et à tous mes amis et mes camarades de l'UIT. Voilà. Merci. Qui sont en train de vous regarder, on l'espère bien. Tout à fait. Dani Singé, oui. Bon après-midi, bienvenue, animatrice dans une radio de la place. Bon après-midi Audrey, bon après-midi aux téléspectateurs de STV. C'est un plaisir d'être là cet après-midi pour échanger avec vous, surtout sur un sujet évocateur comme celui de l'émancipation. Alors, c'est vrai que c'est une sorte de pluie de congé. C'est peut-être l'occasion pour moi de rappeler également que je suis en congé. Et contrairement à M. Somo et vous, je suis sur place. Voilà, je n'ai pas bougé de doigt là. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir cet après-midi. Merci d'être venu. Paul Maël, bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi Audrey et bon après-midi à vos milliers de téléspectateurs à travers le monde. Bon, puisque chacun doit dire ce qu'il fait, moi je ne suis pas en congé. Moi je ne suis pas en congé, je suis encore en train de travailler et je vais en mission demain matin. Voilà. J'espère que c'est pour bientôt les congés. Non, pas demain la veille en tout cas. Alors, entrons de plein pied dans notre débat. Commençons par une analyse de notre thème, question d'être au même niveau de compréhension, comme on aime bien le dire, sur ce plateau. Que devons-nous comprendre par émancipation précoce, M. Somo? D'accord. Pour comprendre le concept d'émancipation, l'expression émancipation précoce, il y a des concepts rattachés qu'il faut élucider ici. Le concept d'âge. Il y a ce qu'on pourrait appeler l'âge mental et de l'autre côté l'âge chronologique ou réel. Alors, lorsqu'un individu a 10 ans, prenons comme ça pour qu'on se comprenne très facilement, lorsque quelqu'un a 10 ans, on dit que c'est son âge chronologique ou son âge réel. Mais par rapport à l'ensemble d'activités qu'il mène, par rapport au comportement qu'il a, par rapport aux attitudes qui sont les siennes à un moment donné, on peut lui attribuer un certain âge qu'on appelle l'âge mental. Donc l'âge mental ici reflète l'ensemble des capacités réelles d'un individu à un certain moment donné de la vie. Et par rapport à cela, il est fort possible qu'un individu, à un certain moment donné, présente des comportements ou des attitudes qui soient très loin, en phase avec son âge réel ou son âge chronologique. Alors, vous avez ici un gamin
qui a 10 ans, mais qui à 10 ans vous mène un raisonnement de quelqu'un qui en a 20. Et dans ce cas, on dit de cet enfant qu'il est précoce. C'est-à-dire qu'il est très très loin en avance sur son âge chronologique. Voilà ce qu'on peut appeler quelqu'un de précoce. Par contre, quelqu'un de normal, c'est celui qui a des attitudes et des comportements, c'est-à-dire que dans une situation où l'âge mental et l'âge chronologique sont en phase, n'est-ce pas, il pose des actes normaux, des attitudes normales, il y a des capacités qui sont normales pour quelqu'un de son âge. Par contre, il y a tout à côté quelqu'un qu'on pourrait appeler un retardé ou un attardé mental. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a 10 ans, mais qui vous présente des attitudes de quelqu'un qui en a 3, 4, 5 ou 6, pas plus. Hein? Comme il y a des êtres de 45 ans qui ont la mentalité en fait des enfants de... Des enfants, c'est-à-dire qu'en psychologie, on appelle ça des fixations à un âge antérieur. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui présentent une situation comportementale qui démontre d'une certaine fixation à un stade infantile de son développement. Donc, par rapport donc à l'âge, par rapport aux capacités, on parle d'émancipation précoce pour signifier tout simplement la possibilité pour un individu, qu'il soit un jeune, un enfant ou quel que soit l'âge, la capacité pour un individu de se détacher du joug de celui qui est dominateur. Vous savez, les parents, par exemple, à un moment donné, les enfants sont sous le joug des parents. C'est-à-dire que tout ce qu'un enfant fait, lui est d'une façon ou d'une autre dicté directement ou indirectement par les parents. Mais à un certain moment donné, il s'en détache progressivement pour acquérir une certaine liberté. Il y en a qui acquièrent cette liberté très rapidement et posent donc des actes dont ils peuvent assumer totalement la liberté. On peut dire qu'ils sont émancipés et quand ils le font de façon assez rapide, on peut penser qu'ils sont précocement, n'est-ce pas, émancipés. Toutefois, pour être suffisamment clair, on va parler d'émancipation au plan juridique. Comme étant l'émancipation précoce au plan juridique est tout simplement la possibilité pour un individu d'assurer la responsabilité d'un certain nombre d'actes qu'il pose et dont cette responsabilité devrait en réalité incomber aux parents et non à lui. À ce moment, on peut parler d'émancipation précoce au plan juridique. Au plan psychologique ou bon, au plan affectif, tout simplement, c'est un ensemble d'attitudes qui, socialement, n'est-ce pas, ne se justifient pas autrement que par une prise de liberté délibérée, comme ça, de l'individu, qui pose certains actes à la maison, qui peuvent faire la fierté ou non des parents, mais dans tous les cas, les comportements ne sont pas conformes à quelqu'un de son âge. Donc, on peut être précocement émancipé au plan juridique, on peut être précocement émancipé au plan social, dans la société où on vit, on peut être précocement émancipé au plan affectif dans le relationnel qu'il y a au sein de la famille. Donc, pour nous résumer, n'est-ce pas, Audrey, je vais dire qu'on parle d'émancipation précoce pour signifier un niveau de détachement anticipé de l'individu par rapport à la domination de ceux qui ont en charge la responsabilité de ses actes et de ses comportements. Merci, M. Somo. Quelque chose à ajouter, Paul Maël? Je crois que c'est complet. C'est M. Somo qui est le psychologue. Alors, il a tout dit. Oui, il a tout dit. Je pense qu'il est complet sur le sujet. Alors, quelles sont les attitudes et les comportements observables chez un individu ou un enfant pour le qualifier d'émancipé précoce ou de précocement émancipé? Donnez-nous des exemples concrets. La première chose, c'est qu'il faut partir, et j'ai bien apprécié la classification que M. Somo a fait sur le juridique, le social et la troisième, et l'affectif. Donc, vous allez par exemple trouver, il y a des enfants par exemple qui décident très jeunes, à 6-8 mois, de ne plus prendre le sein maternel. J'estime que c'est une sorte de détachement affectif. Vous avez sur le plan social un autre détachement
des enfants qui se fait de façon précoce. Moi, j'estime par exemple les enfants qui vont à l'école très tôt, à l'âge de 2 ans, qui commencent à aller à l'école à 2 ans plutôt qu'à 3 ans. C'est un très bon... l'âge normal. Oui, qui est l'âge normal. Et vous avez même dans les comportements à la maison, vous avez cet enfant qui est permanemment dans les jupons de sa mère jusqu'à un âge très élevé. Vous avez cet autre enfant qui s'affranchit très vite, qui va jouer au foot, qui devient très indépendant très tôt. Je pense que c'est aussi ça. La troisième chose, c'est que il faut aussi, on retrouve chez les enfants également, chez certains enfants, le sens des responsabilités qui est précoce. Et on retrouve généralement ça chez les enfants qui sont dans les familles, qui sont très démunis, qui pensent très vite à venir en aide aux gens qui sont autour de lui. Moi, je pense à ces enfants que je vois qui vont vendre des arachides parce qu'ils veulent aider leur mère. Moi, j'en ai rencontré, j'ai fait un reportage, je me rappelle une fois, sur les familles démunies, et j'avais rencontré des enfants qui allaient le soir après l'école, qui allaient le soir au marché central à partir de 18h, et ils ramassaient les vivres, le reste des vivres qui étaient restés sur des étals, et ils disaient justement qu'eux, ils voulaient donner un coup de main à leur mère parce qu'ils n'avaient pas de père à la maison, et que leur mère s'occupait de tout, et que ça, c'était le dîner du soir. Et je trouve que c'est également un niveau d'émancipation précoce, parce qu'ils ont le choix, ils peuvent aller jouer au foot avec les autres, mais ils choisissent de donner un coup de main à leur mère. Je trouve que c'est un niveau d'émancipation qui est remarquable. Oui, on peut qualifier ces enfants-là d'enfants précoces. Oui. Peut-être pour certains, pas volontairement. Pour certains, ils sont obligés de le faire par la contrainte de la situation, mais c'est toujours... Chez certains, c'est volontaire. Oui, chez certains, c'est volontaire. C'est spontané. Oui, chez certains, c'est spontané. D'accord. Denis Yungé? Alors, pour cette émancipation sociale-là, on peut le remarquer chez l'enfant très tôt, comme l'a dit Paul Maël. Et il y a des comportements qui ne trompent pas, comme on le dit souvent. Un enfant qui se lève le matin pense à prendre sa brosse à dents sans qu'on le lui dise. Un enfant qui se lève le matin va puiser de l'eau, par exemple, se met à faire la vaisselle, nettoie un tout petit peu partout. Je pense que c'est un enfant qui a vite compris le sens de la vie, qui a vite compris qu'il faut aider le parent, qu'il faut prendre soin de la maison, de soi-même. Donc là, on dira que c'est un enfant qui est émancipé, ça c'est sûr. On va également le remarquer à l'école, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un enfant qui rentre, qui fait ses devoirs quand il est déjà à la maison. Et quand il est à l'école, par exemple, il prend les devants. Un coup qu'on n'a pas encore vu, par exemple, un chapitre qu'on n'a pas encore abordé. L'enfant, il a déjà jeté un coup d'œil, il a essayé de voir. Tout à fait. Il est un tout petit peu en avance sur les autres. Même en matière de jeu, c'est un enfant qui, pendant que les enfants de son âge sont peut-être en train de traîner dans la boue, il est plutôt sur les jeux de société, par exemple. Il est plutôt dans les jeux... Les livres, par exemple. Pour un petit enfant, par exemple, de 7 ans. Tout à fait. Il se met à faire du Scrabble, du puzzle. Ils pensent à s'amuser, à jouer, mais pas à lire. Tout à fait. Pas à la lecture. Donc, dans ce sens, on dira forcément que c'est un enfant qui est en avance sur son temps, donc qui est émancipé. D'accord. Monsieur Somo? Non, je crois que je ne vais pas aller plus loin que ce que les autres panélistes ont dit. Il faut dire tout simplement que la notion d'émancipation devrait se comprendre avec une certaine retenue lorsqu'on ajoute le suffixe précoce. Parce que émancipation, être émancipé, c'est une chose. C'est d'ailleurs un processus normal de développement de l'individu. Mais précoce, c'est lorsque cela n'est pas attendu à ce moment précis. Et là, j'ai bien apprécié l'exemple que Paul a utilisé tout à l'heure de cet enfant qui va dans des étals le soir pour prendre des restes de nourriture, parce que les enfants de son âge ne s'intéressent pas à ce type d'activité. Lui, il présente ici une attitude de quelqu'un qui a un âge plus avancé, parce que c'est généralement à partir d'un âge suffisamment élevé qu'on pense déjà à s'impliquer dans les charges de la famille. Lorsque l'enfant est supposé tout attendre de ses parents, mais qu'il prenne plutôt les devants pour apporter, n'est-ce pas, sa contribution aux charges du ménage, en ce moment, il est en avance sur son âge, où c'est des activités d'un enfant de son âge. Et c'est là où c'est précoce. Et ce genre d'attitude, tu as demandé des exemples, il y en a à profusion. Ça se voit que ce soit en ville ou au village. Au village, n'est-ce pas, vous voyez, il y en a qui, par exemple, très tôt, pensent qu'il leur faut leur apprendre femme. C'est-à-dire que vous arrivez au village, vous trouvez un jeune de 17 ans qui dit à sa maman, il faut que je te prenne une belle fille
pour qu'elle te décharge, par exemple, de la cuisine, parce que je ne voudrais plus que tu rentres dans la cuisine. Logiquement, on s'attendrait à ce que quelqu'un de son âge pense plutôt à jouer la vie, comme on dit, c'est-à-dire qu'à s'amuser avec les petites à gauche, à droite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut prendre épouse, se responsabiliser, décharger sa mère. Ça, c'est une forme d'émancipation précoce. Cela peut être observé également sur le plan intellectuel, cela peut se regarder sur le plan ludique, hein, c'est-à-dire que les jeux. Et ça, vous voyez les enfants que certains jeux n'intéressent pas du tout. C'est-à-dire que lorsqu'il veut lorsqu'il veut s'investir dans un jeu, le jeu auquel il s'intéresse est celui des personnes d'un âge plus avancé. Là encore, ça peut paraître comme une émancipation précoce. Il y a comme ça des exemples qui, comme je disais, à profusion, qui démontrent qu'il y a des personnes, n'est-ce pas, qui s'émancipent précocement. Alors, on constate que les jeunes se lancent de plus en plus tôt dans l'alcool, le sexe, la drogue et que sais-je encore, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Jean-Baptiste Ouna, vous qui êtes jeune, vous vous reconnaissez dans ce tableau? Bon, pas vraiment spécialement, mais on peut essayer d'expliquer un peu ce qui est à l'origine. Mais vous êtes d'accord quand même que les jeunes aujourd'hui sont accros oui, visiblement, au sexe, à la drogue. C'est quelques exemples que je cite, mais il y en a bien d'autres. Oui, l'alcool. Il y en a bien d'autres, mais il faut noter que c'est dû à quelque chose. Et c'est dû à quoi exactement, selon vous? Bon, c'est dû déjà au fait que les aînés, si je peux les appeler ainsi, certains ne peuvent pas reconnaître que la jeunesse aussi a atteint une forme d'émancipation pour pouvoir participer aussi aux grands débats et aux différents travaux qui peuvent contribuer à l'élaboration, à l'édification du pays. Donc, du coup, certains jeunes, à un moment donné, lorsqu'ils se sentent donc abandonnés, il a une expertise, il a fait plein d'études et il n'a pas vraiment d'issue. Ayant bien essayé. Donc, beaucoup se retrouvent donc en train de faire des métiers, notamment les métiers dans, comment dirais-je, voilà, informel, merci. Et vous voyez, c'est un secteur qui est tellement exposé à tous ces fléaux, dont notamment la boisson, le sexe et tout. C'est une excuse facile, quand même. Donc, moi, j'ajouterais que la cause fondamentale de cette débauche, c'est la société entière. Pour ma part, je pense que c'est la société qui a échoué. Ça commence par le parent déjà. Ça veut dire que le parent n'a pas, ou alors le parent qui est même d'ailleurs très souvent absent ou de son rôle, parce qu'il faut aller chercher à manger dehors. C'est papa qui sort le matin, c'est maman également qui sort. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Parfois, c'est la nounou qui doit éduquer les enfants. Quand c'est pas la nounou, c'est les voisins. Quand c'est pas les voisins, c'est peut-être les médias. Et du coup, on se lance dans n'importe quoi parce qu'on a vu, peut-être à la télé, on a vu des personnes qui picolent, qui s'amusent n'importe comment, on veut faire comme. Donc c'est beaucoup plus par suivisme aussi. Parfois aussi, en dehors des parents, des médias qui peuvent également amener les jeunes à se comporter comme ça, il y a également l'environnement. Nous sommes, par exemple, dans la plupart des quartiers, le nombre de maisons est pratiquement égal au nombre des débits de boissons. Donc on voit à côté. L'enfant n'a qu'à peut-être jeter un coup d'œil au rez-de-chaussée ou à côté pour se rendre compte qu'il y a peut-être des adultes qui picolent et on a envie de faire comme. On sait tous que les enfants copient toujours le mauvais exemple. C'est toujours ce qui est mauvais qui attire. On a toujours envie d'être comme l'autre. On n'oublie pas que le grand frère, le parent, le tonton reste un modèle pour l'enfant. Il a envie d'être comme ce grand frère-là, il a envie d'être comme ce parent-là. C'est comme ça qu'il se lance dans ces habitudes-là. On ne va pas oublier également le cadre scolaire. Voilà, où on se retrouve, c'est un véritable fourre-tout. On trouve n'importe tout et n'importe quoi à l'école. Vous voulez parler de la mauvaise compagnie? Voilà, la mauvaise compagnie. Être à l'origine. Tout à fait. Donc c'est comme ça que les enfants se lancent dans les stupéfiants parce qu'on a vu un camarade de classe qui a ramené, je ne sais pas, du chanvre indien, du cannabis ou qui a une petite bouteille de whisky dans son sac. Il a envie de partager avec ses camarades. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve dans ce petit sac-là, en tout cas. Alors, Paul Maël, considérons que être précoce, c'est un défaut. Dans ce cas, qui incombe la responsabilité? Non, je ne suis pas d'accord.
aux parents, j'ai dit considérons, hein, d'accord? Considérons qu'être précoce est un défaut, d'accord? C'est très important. Alors, à qui incombe, selon vous, la responsabilité? Aux parents, à la société elle-même, à la société ou alors à l'enfant lui-même? Non, mais écoutez, je pense que Danis a fait un tableau qui me semble relativement correct de la situation. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Le premier problème, c'est qu'il faut partir du fait que l'éducation d'un enfant commence à la maison. C'est-à-dire que l'enfant, si on part du principe qu'il va à l'école à 3 ans, donc il passe les 3 premières années à la maison, et ces 3 premières années, on a tendance à le négliger, sont fondamentales pour poser les bases. Et là, vous avez 3 catégories d'enfants. Vous avez les uns qui ont été très choyés, les autres qui ont été élevés à la dure, et généralement c'est le cas des aînés, et vous avez ceux qui sont au milieu, c'est-à-dire qu'ils ont été élevés par un bras de fer dans un gant de velours où on a associé souplesse et rigidité. Après, l'enfant sort donc de l'école, de la maison, il va à l'école, il rencontre un nouveau type d'environnement. Là, il fait la rencontre d'autres enfants qui viennent de milieux différents que lui, qui ont eu d'autres façons de penser, d'autres visions, et ça va crescendo. Et après, il s'habitue. En plus de l'école, il commence à intégrer des mouvements associatifs. Vous allez en avoir qui vont faire peut-être de la musique, donc il va aller faire des concerts. Il commence à sortir de la ville, à sortir de son champ, et ainsi de suite. Et tous ces éléments-là concourent à l'édification de la personnalité de l'enfant qu'il est. Donc, s'il faut établir les responsabilités, aujourd'hui, la première responsabilité, c'est celle des parents. Je pense qu'il y a une démission générale des parents, sous le prétexte que la vie étant devenue dure, il faut que le papa et maman aillent travailler. On confie l'éducation des enfants à qui? À la nounou, qui elle-même n'a pas d'emprise sur eux. Vous arrivez, ils vont à l'école le matin, dès qu'ils sont rentrés, ils manipulent la télé, ils mettent la télé, ils regardent ce qu'ils veulent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À l'école, ce n'est pas mieux loti, parce que les enseignants aussi, à l'époque, l'école contribuait, et je dis que c'est très important, parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quand on convoque une réunion de parents d'élèves à l'école, qui va à l'école? Qui va à la réunion de parents d'élèves? C'est la ménagère qu'on envoie. Ou alors c'est l'enfant qui a l'école primaire, le petit neveu qui est là, qui n'a rien à faire. On lui dit, bon, ok, va écouter ce qu'on a dit. Et quand il revient, généralement, à la réunion de parents d'élèves, qu'est-ce qu'on dit? On dit on a dit qu'il faut apporter 500 pour la fête de l'école qui a lieu samedi prochain. Or, il y avait à l'époque, moi je me souviens, un rapport réel entre les parents et le corps enseignant, avec un cahier de transmission où tous les mois vous rentriez chez vous avec un cahier de transmission et on avait noté là-dedans sur vous les observations qui avaient été faites. Donc le parent était au fait de ce que vous faisiez à l'école. Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. Enfin, il y a je veux dire, les institutions, le gouvernement, par exemple, pour prendre un exemple. Danis a relevé tout à l'heure qu'aujourd'hui, vous avez autant de bars qu'il y a de maisons. Ça n'existait pas avant. Et il y a une loi dans ce pays qui dit qu'on ne peut pas avoir 2 débits de boissons à moins de 500 mètres l'un de l'autre. Aujourd'hui, vous en avez qui sont collés littéralement. Prenez le cas de l'université de Douala. Regardez le campus universitaire de Douala. Quand vous partez de Mobile Guinness à Fin-Barrière et Sec ou de BP Cité à Campus B. Moi, j'ai baptisé cet axe-là à une époque la croix de Golgotha parce que vous avez environ 95 débits de boissons, peut-être une 60aine d'auberges qui sont à cet endroit-là. Ça favorise ce genre de choses. C'est quand même grave, hein, à proximité d'une université. La vente de l'alcool n'est pas réglementée. Aujourd'hui, si vous envoyez un enfant de 6 ans au bar acheter une bière, on la lui vend, ce qui n'est pas normal. Parce qu'on ne sait pas l'usage qu'il va en faire. Ça se trouve, il va l'acheter, il va la boire lui-même. Donc, il faut réglementer l'usage de boissons. Comme vous allez dans un pays comme l'Afrique du Sud, on ne va pas citer les Occidentaux parce qu'on va dire qu'ils sont avancés, mais en Afrique du Sud, par exemple, le vin, l'alcool se vend à des heures précises. 3 heures dans la matinée, 2 heures dans l'après-midi. Après ce créneau, là, vous ne pouvez pas acheter de la boisson alcoolisée. Et vous ne l'achetez pas si vous êtes mineur. Et vous voyez, en Occident, par exemple, vous n'allez pas en boîte. Pour aller en boîte, quand le videur qui est à la porte vous regarde et estime et a des doutes, vous lui présentez une pièce d'identité qui atteste que vous êtes majeur pour entrer en boîte. Mais ça se faisait avant, hein, mais plus ces dernières années. Non, ça se fait plus aujourd'hui, ça se fait plus. Et je vais vous raconter une petite anecdote très rapidement. Moi, un soir, je vais en boîte avec un ami et on s'est assis, on achète une bouteille de black. Et après, il y a un jeune homme qui entre, il devait être dans les 15-17 ans, et il demande qu'on mette une bouteille de champagne à toutes les tables. Alors le patron de la boîte de nuit que je connaissais, je l'appelle, je lui dis, mais tu ne peux pas laisser ça, ce gamin ne peut pas. Il me dit que Paul, si tu veux, ne viens plus. Parce que les clients comme toi, tu es marié, tu as des enfants et tu as des charges, donc tu réfléchis un mois pour venir dépenser 50 000 pour une bouteille de black. Ce gars
il a volé la carte de crédit de son père, donc il s'en fout, il va claquer ici 2 millions, c'est eux les vrais clients. Donc il n'y a même pas de réglementation à ce niveau, et tout ça favorise un certain nombre de choses. Oui, rien, on a l'impression, hein, enfin on est tenté de dire qu'on est dans un pays où rien n'est réglementé. Pour revenir au cas de l'université de Douala, M. Somon, vous qui êtes enseignant d'université, comment vous expliquez cette proximité-là? C'est-à-dire qu'à côté d'une université, on ne trouve que des débits de boissons. Et il y en a plusieurs, comme a dit Paul, je ne sais pas, 95 à proximité d'une université. Est-ce que ce n'est pas envoyer ces jeunes-là? Oui. Bon. Est-ce que ce n'est pas envoyer ces jeunes-là dans ces débits de boissons, justement? Oui, nous sommes ici en train de parler d'une question de responsabilité. Oui. Qui est responsable de quoi? Qui est responsable de l'émancipation précoce des jeunes? Et Paul semble dire, l'université est au cœur de la croix de Golgotha, comme il l'appelle, et forcément, cela peut être un facteur facilitant cette émancipation précoce, conçue au sens que c'est une chose qui est mauvaise. Bon, ça c'est juste une parenthèse que je vais mettre pour vous dire que l'université est là depuis longtemps. Ces bars, ces débits de boissons sont venus retrouver l'université, ont été construits pendant que l'université s'y trouvait. Donc la responsabilité ne peut pas être imputée à l'université qui n'a pas... Non, Paul, laisse-moi finir, s'il te plaît. Oui, bon, tu n'as pas dit ça, mais tu sembles dire que ce n'est pas normal que l'université soit là, il faut qu'elle soit ailleurs. Non, alors, il y a quelque chose qui doit être ailleurs. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas normal que les autorités laissent les débits de boissons s'installer à proximité de l'université. Voilà. D'accord. Dans ce cas, nous sommes parfaitement d'accord que le combat que l'université peut mener actuellement, c'est pour que ces débits de boissons, parce que l'influence... Mais aussi, je vais vous surprendre en vous disant que... Le produit qui sort de cet environnement, je veux dire, pourri, hein, le produit qui sort généralement de cet empoisonnement, de ce milieu empoisonné, n'est pas forcément mauvais. Parce que, bon, comment vous expliquez ça, M. Somon, oui. Écoutez, je vais vous donner un exemple fort simple que nous avons d'ailleurs au niveau de l'université. Vous avez des enfants qui vous viennent des collèges qui ont une certaine réputation comme étant de modèles. Je ne vais pas en citer un seul ici pour ne pas servir de prétexte à la promotion. Mais vous avez également des élèves qui deviennent des étudiants et qui vous viennent des établissements qui sont relativement... qui n'ont pas bonne réputation. Qui n'ont pas bonne réputation, merci pour l'expression. Qui s'en sort dans le milieu universitaire? Ce n'est pas forcément ceux qui viennent des meilleurs établissements. Ça se justifie, M. Somon. Et ça se justifie par quoi? Ça se justifie par le fait que c'est au sortir d'une situation compliquée qu'on forme un produit dont la constitution est holistique et totale. C'est-à-dire que c'est parce que l'individu a fait face à des situations difficiles qu'il construit, élabore progressivement sa résistance à un environnement hostile. C'est comme l'organisme. Vous voyez, allez au village, vous allez voir un gamin qui, à longueur de journée, il court, il boit, il mange, il ne boit pas de remède. Le matin, il vous dit qu'il a mal à la tête. On ne lui donne aucun médicament. Revenez le soir, vous trouvez que cet enfant est guéri. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel il a grandi l'a forgé progressivement. Tandis que d'un autre côté, ceux qui ont été élevés et ont grandi dans des conditions difficiles, ce n'est pas seulement l'université de Douala qui en est l'exemple, M. Paul Maël. Je vais vous dire. Faites un tour des universités au Cameroun. Vous allez constater que toutes les universités au Cameroun ont un environnement qui est pratiquement le même. Ce n'est pas pour autant que les produits des universités au Cameroun sont mauvais. Ne prenez pas seulement l'exemple du Cameroun. Je vais vous prendre des exemples ailleurs. C'est un exemple. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez dire que à proximité de toutes les universités, on retrouve des débits de boissons, c'est ça? Ça, c'est une réalité. Oui. Mais ce n'est pas parce qu'il y a cela que, n'est-ce pas, l'émancipation précoce positive, non, l'émancipation précoce négative serait donc liée au fait de cette proximité. Donc, le bon étudiant est celui qui saura, malgré cet environnement, n'est-ce pas, sortir ce qui est fondamental et essentiel pour lui. Vous allez à l'université, vous voyez quelqu'un qui sort entre les dédales de chambres de passe et de trucs, qui fait ses enseignements et qui, au finish, est un produit
Donc, à vous entendre, rien à on a faire. l'impression que Voilà, ces obstacles-là sont mis ça, exprès. On a l'impression que c'est fait exprès d'avoir les débits de boissons pour Non, voir. ça, on ne le dit pas. Il faudrait, excusez-moi, il faudrait qu'on arrive à une situation où toutes les universités au monde sont complètement détachées des réalités de la société. L'université doit épouser la constitution de la société pour faire des produits qui soient effectivement l'émanation de cette société. Et c'est pour cela que c'est efficace. On devrait laisser faire. C'est ça qu'il s'agit. Les débits de boissons à côté d'une université, ce n'est pas grave. Ça, je ne l'ai jamais dit. On a un étudiant sur le plateau, j'aimerais avoir son point de vue sur la même question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, ce que moi je pense déjà, c'est que lorsqu'il faut redéfinir même le concept d'émancipation, je pense que à l'université quand même, nous avons affaire aux étudiants qui ont atteint l'âge, quasi l'âge de la majorité. Des personnes matures, c'est ça? Voilà, les personnes déjà assez matures. Il y a des personnes de 16 ans à l'université en plus. Voilà. On a des enfants qui ont le bac à 15 ans. À 17 ans, on a des personnes qui ont le bac à 16 ans qui se retrouvent à l'université. On ne peut pas parler tout ce moment. Alors, on a des personnes qui ont le bac à 16 ans qui se retrouvent à l'université à 17 ans. On a même des personnes qui ont le bac à 15 ans, qui se retrouvent à l'université à 16 ans. Vous estimez que ce sont des personnes matures qui sont à même de pouvoir discerner le bien du mal? Moi, je veux rejoindre l'hypothèse de Paul qui disait que prenons l'âge normal, c'est-à-dire on sous-entend que l'étudiant, l'élève, l'enfant qui a eu le bac à 15 ans, 16 ans, bon, on peut dire que c'est un génie, voilà, c'est un génie. Donc on ne peut pas vraiment l'assimiler de manière concrète à celui-là qui a eu un bac à l'âge normal. L'âge normal, c'est 18 ans. C'est 18 ans. Voilà, c'est pas compliqué, c'est pas différent non plus. C'est pas non plus loin de... Bon, ce qui veut dire que quand on dit être précoce, ça sous-entend qu'on est déjà affranchi, c'est-à-dire qu'on a franchi une autorité parentale. Et si on l'a déjà franchi, ça sous-entend qu'on est à même de discerner ce qui est bien pour soi. Donc moi, je pense que l'université n'est pas vraiment responsable, disons, à 90%, comme M. Paul le prétend. Moi, je pense que l'université, est responsable, mais la majeure partie, c'est les institutions, c'est le gouvernement. Parce que personne n'est au-dessus de la loi ici au Cameroun. Ça veut dire que lorsque X ou Y prend des engagements de venir ouvrir un débit de boisson, tout, voilà, il y a une certaine procédure à suivre. Vous voulez dire qu'il y a un laxisme au niveau des autorités effectivement, compétentes? Et au niveau de l'université, lorsqu'ils sont déjà assez nombreux, comme disons en 95 et comme ça, c'est plus contrôlable. Alors, vous avez dit que rien au-dessus de la loi. Je voulais juste revenir sur un truc qui me semble très important. La première, je voudrais rappeler au bon souvenir de M. Somo une phrase d'un monsieur que l'humanité considère comme étant plus intelligent que la moyenne, qu'on appelait Albert Einstein, qui n'a pas fait d'études supérieures. Vous le savez, M. Somo, il avait à peine un bac. Certains, je crois que la première fois que je vous parle de lui, vous êtes mon élève en terminale quand je vous parle de la première fois. Donc, ce monsieur Einstein a dit quelque chose qui me semble relativement pertinent. Il disait « Je n'ai jamais rien appris à mes étudiants. La seule chose que j'ai fait, c'est d'améliorer l'environnement dans lequel ils apprenaient. » L'environnement est fondamental dans les conditions d'apprentissage. Je voulais revenir sur ce que M. Ona disait pour dire que tout à l'heure, je m'opposais à la notion, et M. Somo a bien fait de le relever, de précocité négative. Parce que la précocité n'est pas toujours négative. Je vais vous prendre un exemple. Non, on va en venir. On va arriver, oui. Oui, on va arriver. Voilà, d'accord, on va arriver à ça. Oui. Maintenant, parlons de la précocité négative pour dire ce qu'elle est. D'abord, je ne suis pas sûr qu'un enfant de 18 ans ait la lucidité et le discernement nécessaire pour faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais pour lui. La deuxième chose, pour revenir au cas de l'université, quelle est la conception qu'on a de l'université pour l'élève qui part de terminale? La première chose, c'est l'affranchissement. Monsieur on l'a relevé. C'est la notion d'affranchissement et de liberté. On a l'impression que désormais, je vais à l'université. Premièrement, je ne suis plus en uniforme. Le fait d'enlever l'uniforme octroie derechef une sensation d'indépendance et on se dit, je suis maintenant un homme dans la société normale. La deuxième chose, c'est qu'à l'université, contrairement au secondaire, il n'y a pas de bulletin par trimestre. Donc, et les horaires de cours sont n'importe comment, c'est-à-dire qu'on sait que quand tu vas au lycée, tu vas à 7h, tu reviens à 15h30.
À l'université, tu peux dire que j'ai cours à 20 h. Les parents n'ont aucun moyen de le vérifier. Ils ne savent pas quand est-ce qu'on donne les bulletins. Ils ne savent pas si tu es passé ou si tu as échoué, et ainsi de suite. Donc, tous ces éléments, la première chose pour l'enfant qui part de la terminale pour l'université, c'est d'abord intégrer tous ces concepts qui sont des concepts de liberté. Ça veut dire que pour faire l'université dans le contexte camerounais aujourd'hui, il faut avoir une bonne dose d'autodiscipline. C'est quelque chose de fondamental. Or, ce n'est pas la chose qu'on retrouve le plus chez des enfants qui ont 18 ans et qui partent du lycée. Ainsi, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions dans l'environnement de l'université qui permettent en sorte qu'on parte du principe que n'étant pas capable de vous autodiscipliner, que ces éléments-là puissent vous autodiscipliner. C'est comme ça que les autres ont pensé les campus de leurs écoles. C'est pourquoi dans la plupart des pays aujourd'hui, vous allez trouver que le campus universitaire, tous les étudiants sont internes d'abord. Moi, j'étais en Afrique du Sud, dans un petit village au sud de l'Afrique du Sud qui s'appelle Grahamstown, qui a un énorme campus. Tous les étudiants sont internes. Ça, c'est la première chose. Donc, maintenant, quand M. Somon nous dit qu'il y a des élèves qui sortent des écoles qui sont réputées, qui ont une bonne réputation, qui ne s'en sortent pas à l'université, mais ça se justifie logiquement. Je vous prends un exemple simple. Un enfant qui sort de Liberman. Quand vous êtes à Liberman, il n'y a pas un bar à 3 km à la ronde. Et qui se retrouve à l'université de Douala où il y a 95 bars. Avec des gars qui viennent du lycée de Bipanda. Je ne dis pas forcément que ceux du lycée de Bipanda sont mauvais. Hein. Il y en a de très bons là-bas aussi. Mais avec un très grand lycée, c'est le lycée de Madame Bellet. Oui, parce que Madame Bellet. C'était juste un exemple. Qui se retrouve donc avec des enfants du lycée de Bipanda, du collège X et du collège Tartapion, qui avec un effectif pléthorique, qui eux ont commencé à boire de la bière en première. Il y a de fortes chances que lui sombre là-dedans, pieds et poings liés, c'est ce que je disais justement, parce que n'ayant pas été habitué à cet environnement et soit influencé par la mauvaise compagnie, et que ceux qui sont habitués à ça s'en sortent parce qu'eux, ils sont habitués. Donc je pense que l'environnement est fondamental, que ce soit l'environnement à la maison ou dans le quartier. C'est pourquoi il faut faire attention dans les quartiers où vous habitez. C'est très important. Quand vous habitez dans un quartier, il y a des quartiers difficiles. Quand vous habitez dans ce quartier-là, ne vous attendez pas à ce que votre enfant parle un français correct, parce qu'il parlera le français qu'on parle dans ce quartier. C'est pourquoi vous trouverez qu'il y a forcément ça dépend une différence. si on le laisse. Mais vous le laisserez forcément parce que les quartiers difficiles ont la première caractéristique des quartiers difficiles, c'est la promiscuité. Tout le monde va chez tout le monde. C'est pourquoi il y aura toujours une différence fondamentale entre un enfant, je vous le dis clairement, qui a grandi à Bonanjo et un enfant qui a grandi à Mambanda. Ils seront forcément pas forcément, Paul Maïs. Je ne suis pas d'accord, mais c'est une parenthèse. Il y a une parenthèse qu'on va refermer. Avant de refermer la parenthèse, s'il te plaît, si tu permets, Audrey, avant de refermer la parenthèse, je voudrais tout simplement dire que je ne suis pas partisan d'un environnement malsain pour la formation d'une élite intellectuelle au Cameroun, notamment une université qui est lotie dans un environnement malsain comme celui qu'on connaît actuellement. Il y a que ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas parce que l'environnement est forcément malsain que des enfants qui ont une certaine culture ne peuvent pas, comme on dit, ne peuvent pas sortir leur épingle du jeu. Cet environnement, bien qu'il soit malsain, lorsque l'individu a pu s'en sortir, l'expérience le démontre, c'est un individu totalement fait et mature à tout point de vue. Voilà ce que nous n'encourageons pas cet environnement, il faut qu'on l'assainisse, mais en fait, même s'il n'est pas assaini, il en ressort des individus qui savent ce que le mauvais est. Ce que vous dites nous obligera à parler de l'émancipation, de la précocité positive. Bon, alors, sortons un peu de là. Tout à l'heure, Paul a évoqué la démission des parents comme l'un des facteurs, l'une des causes. Oui, l'une des causes pouvant être à l'origine de la dépravation des mœurs des jeunes. Alors, est-ce que ce n'est pas trop facile de tirer sur les parents dans le sens où il y a des parents qui ont beau jouer leur rôle, on a des enfants qui sont rebelles, récalcitrants, qui sont irrécupérables. On a beau, vous me permettez d'aller jusqu'au bout quand même. C'est-à-dire qu'on a beau tout faire, il y a l'enfant irrécupérable. Je reviens alors, il y a des parents qui sont dépassés, qui non, je dis non. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le parent reste un modèle pour l'enfant. Si le parent se comporte bien, l'enfant captera. L'enfant se comportera comme le parent parce qu'il a envie d'être comme celui-là. Quand je parle de comportement, j'ai envie de... L'enfant copie toujours le parent, c'est ça? Très souvent. Oui. Très souvent. Il y a des enfants qui n'ont pas le parent comme modèle. J'ai envie de dire, c'est la majorité même des enfants. On copie toujours sur les parents parce qu'on veut faire comme le parent veut ressembler aux parents. Mais quand vous avez des parents, par exemple, qui se disputent devant des enfants, c'est pour qu'ils retiennent quoi? Parce qu'on a des parents qui se disputent non seulement, mais qui ont des propos obscènes devant des enfants. On a également des causeries des parents
où les enfants sont parfois mêlés, ou alors les enfants sont à côté pendant que papa et maman discutent des choses plus ou moins... on dit tout, n'importe quoi devant les parents, voilà, devant les enfants. Devant les enfants. Oui. C'est un étranger qui est arrivé, on est en train de papoter, l'enfant est à côté, il retient tout, il capte facilement. Quand on parle du parent, le parent a la plus grosse part de responsabilité quand on parle d'émancipation, surtout quand on parle de l'émancipation négative chez les enfants. Alors, on a des parents, par exemple, qui, même dans le vestimentaire, leur façon de se vêtir, ne montrent pas le bon exemple aux enfants. On a des parents qui sont en mode DVD, les parents qui abordent des piercings, des tatouages et autre chose. L'enfant a envie d'être comme... Et l'enfant sait que vous n'êtes pas comme ça à la base. On a des photos, on a peut-être des éléments qui laissent croire que tout ce que vous avez, c'est peut-être artificiel, des tatouages, des piercings, tout ça. L'enfant veut copier, il veut être comme le parent. On a des parents, par exemple, qui font trop de gâteries aux enfants. Ils pensent peut-être aimer ceux-ci, ils pensent peut-être leur faire du bien. L'enfant veut peut-être la dernière chaussure d'Anna Montana, on la lui offre rapidement, on ne tient pas compte de certains éléments. À ce moment-là, on ne se rend pas compte que c'est pas des bonnes valeurs en fait qu'on inculque à l'enfant. Parce que l'enfant l'enfant, à ce moment-là, a l'impression que, voilà, il peut faire n'importe quoi, il peut s'éclater comme il veut, papa ne dira jamais rien, maman ne dira jamais rien. Donc, le parent devrait à chaque fois frapper le poing sur la table. Et quand je parle de parents, il y a aussi l'aspect de l'éducation monoparentale. Parce que, pour ma part, je pense que quand on est deux, on fait nettement mieux. Pas forcément. Hein. Quand on est deux, on fait nettement mieux. Ça, c'est votre avis, Dani Sugué. Oui, ça, c'est mon avis et je l'assume. Je pense que quand je parle de monoparental, c'est pas seulement pour les mamans célibataires, pour les papas célibataires aussi. On se dit parfois, voilà, on est sorti de la maison, on va revenir que le soir. Peut-être s'il y a une maman qui peut-être revenait à midi. Ça n'empêche pas comment dire ça, de suivre ses enfants. On a des mamans qui ont élevé leurs enfants seuls et dont les enfants réussissent dans la vie. Pas dans tous les cas. Pareil pour les papas. Pas dans la majorité, même en même temps. Bon, d'accord, cet avis, je voulais dire que cet avis est suffisamment relatif, relatif monoparental, biparental. Dans tous les cas, il y a un certain nombre de précautions qu'il faut prendre pour un enfant, pour qu'il se sente épanoui. On peut être deux aussi, avoir des enfants qui ne réussissent pas dans la vie. Je voudrais, pour ne pas rester fixé à cet aspect, dire qu'il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que si un enfant peut imiter de façon servile le modèle parental et qui reste rattaché à ce modèle, on ne peut pas parler d'émancipation. Attention à la notion d'émancipation. Dans ce qu'elle a, cette notion a de fondamental. Être émancipé, c'est se défaire du joug d'une domination. L'émancipation dont il est question ici, c'est le sortir de l'enfant, le détachement de l'enfant de l'autorité parentale pour une certaine prise d'autonomie dans les décisions qu'on prend. Et on dit que cela doit être un processus progressif. C'est-à-dire que au-delà de ce qu'on dit que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Bon, les enfants, les parents ont cette tendance à vouloir garder indéfiniment les enfants sur leur domination. C'est-à-dire qu'ils voudraient que les enfants se comportent exactement d'une certaine manière, de façon très stéréotypée. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, Audrey, lorsque tu te trouves à côté de ta maman, lorsqu'il y a certains actes que tu veux poser aujourd'hui, elle a tendance à te dire attention, elle oublie quand tu es déjà une grande femme majeure et responsable et que tu pourrais assumer, tu peux déjà t'assumer un certain nombre de... qu'on doit quand même écouter le parent. Oui, non, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Et je dis donc l'émancipation est dans ce processus qui consiste à sortir de cette autorité. Mais comment sortir de cette autorité de façon harmonieuse? C'est-à-dire que de façon à ce que ce soit conforme à l'épanouissement et au devenir correct, je veux dire, de l'individu. Et cela doit se faire en fonction de l'âge. C'est-à-dire qu'on sait par exemple qu'un individu de 10 ans doit avoir une certaine liberté jusqu'à ce niveau. Un autre de 15 ans, voici, et un autre plus tard, voilà. Lorsque quelqu'un se comporte de façon précoce, lorsqu'il y a une émancipation précoce, ça veut dire qu'à un moment donné, cette liberté n'est pas celle qu'on attend. C'est-à-dire que votre fille a 15 ans et elle conçoit. Disons qu'elle est enceinte. Il y a quand même un souci parce que vous, en tant que parent, vous n'avez pas souhaité que ce soit à cet âge-là. Est-ce que c'est une émancipation?
Si, c'en est une parce qu'il est sorti de cela. Mais s'il ne l'a pas fait, en ce moment, s'il l'a fait comme maman veut, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas à cette situation, en ce moment, il s'agit d'une émancipation. Je vais prendre un dernier exemple qui est celui des enfants. Vous avez des enfants de 15, 20 ans. 20 ans, par exemple, vous les trouvez avec des filles de 30 ans, 35 ans. Qu'est-ce qui se passe à la maison lorsqu'elles arrivent avec leur petite copine? Maman, je te présente ma copine. Quelle est la réaction en général de la maman? Qu'est-ce que tu fais avec cette vieille femme? On peut qualifier ces enfants, ces personnes-là de personnes précoces? Oui, en fait, si on se limite à l'acception du mot précocité, la possibilité d'avoir une copine qui a un âge très avancé alors qu'on est soi-même intérieur est une forme d'émancipation précoce. On a beaucoup de mal, Audrey. On a beaucoup de mal parce que je pense qu'on est parti sur cette émission et je crains qu'on en sorte sans nous être mis d'accord d'abord sur le fait de la précocité. Parce que l'exemple que M. Somo a pris tout à l'heure ne me semble pas le bon exemple. Quand il dit que vous avez une fille de 15 ans qui revient à la maison enceinte. La grossesse n'est pas le fait de la précocité. La grossesse, c'est la conséquence de la précocité. Si tant est-il que l'environnement social dans lequel nous évoluons établit un âge pour lequel on doit être sexuellement actif, ce que je ne partage pas d'ailleurs. Maintenant, je ne le partage pas. Je pense que la précocité, pour moi, n'est pas non plus le fait de sortir de l'autorité parentale. Ce n'est pas ça que moi je comprends, à moins que je ne me trompe. Je pense que la précocité ici, c'est le fait de gagner une autonomisation qui est supérieure à celle qu'on devrait avoir, à celle que la moyenne des enfants ont à cet âge. Je vais vous prendre un exemple simple. Quand vous vous mettez dans la cour, ou dans votre quartier ou dans une cour de récréation, vous regardez les enfants jouer. Vous allez voir que très rapidement, il y a des enfants qui sont toujours capitaines. C'est toujours lui qui dit, maintenant que bon, on va jouer à ça, on va jouer à ça. C'est lui qui amène le ballon, c'est lui qui décide. Il y a des enfants comme ça qui sont tout prédisposés à être leaders tout de suite. Il y a d'autres enfants, vous allez à la maison, vous avez 10 enfants. Ce n'est pas qu'il est précoce. Non, il est prédisposé. La prédisposition et la précocité sont deux concepts qu'il vous avez à la maison, par exemple, une dizaine d'enfants. Moi, j'en avais qui étaient en vacances chez moi. J'avais une dizaine de vacanciers à la maison. Mais vous allez trouver qu'il y a toujours un qui a la télécommande en main. C'est-à-dire que c'est toujours lui qui zappe. Et c'est lui qui dit voilà, c'est toujours lui qui dit aux gens voici ce qu'on regarde. Et il a une bonne ouverture d'esprit. Et généralement, moi, aujourd'hui, j'ai ma fille, elle a 10 ans, elle entre en 6e. Il y a des conversations que j'ai avec elle dernièrement. Elle était à la maison et on a eu une conversation. Et à un moment donné... Elle était à la maison, elle est où en tout temps? Ce n'est pas important. C'est pas important. Elle fait ses études. Monsieur Somo, il ne faut pas nous dire ça. Donc, on a eu une conversation et pendant la conversation, je me suis rendu compte que j'étais distrait parce qu'à un moment donné, je me suis demandé, attends, mais j'ai ce type de conversation avec une fille de 10 ans parce que des choses qu'elle me disait, pour moi, ce n'étaient pas des choses qu'on dit à son âge. Et je me suis retrouvé en train d'avoir une conversation d'adulte avec un enfant de 10 ans. Moi, je ne suis pas pour le fait de dire aux enfants, c'est à cet âge-ci qu'on va faire ça. Je suis pour que quand tu as une piscine à la maison et que tu apprends aux enfants à nager, plutôt que de leur dire de ne pas plonger. Maintenant, je reviens à ce que Danis disait, je ne suis pas d'accord qu'un parent dise un enfant m'a dépassé. Un enfant ne vous dépasse pas. Ce qui arrive quand vous entendez un parent dire que un enfant m'a dépassé, c'est que justement vous laissez un enfant évoluer de 0 à 10 ans et à partir de 10 ans, entre 0 et 10 ans, vous le laissez faire exactement ce qu'il veut. Comme elle disait, vous le gâtez, vous pensez qu'il faut céder à tous ses caprices et ainsi de suite. Et à partir de 10 ans, vous voulez penser qu'il faut commencer à lui dire non, tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça. C'est trop tard. Je pense qu'il faut faire des choses dès la base. Avoir un bras de fer dans un gant de velours. Ce qu'on veut dire avec l'éducation moderne où il ne faut pas bastonner les enfants, c'est faux. Il faut les bastonner de temps en temps, lui donner une bonne petite correction. Lui dire que ici, ça peut faire objet à débat. Je ne voudrais pas... Moi, j'ai grandi dans la maison d'un type. Moi, j'ai grandi dans la maison d'un type. On était une vingtaine, et M. Somo le sait. Et quand je dis vingtaine, ça allait de 6 ans à 30 ans. Et personne ne l'a jamais dépassé. Et moi, je ne conçois pas qu'un enfant. Je pense qu'il faut fixer les règles dès la base. C'est très important, la base. Dès le premier jour, il y a un truc idiot que nous, les Africains, on ne sait pas faire. On ne sait pas parler aux bébés. On ne sait pas parler aux enfants quand ils sont dans le ventre, mais je vous assure, quand vous parlez à un enfant dans le ventre, quand vous lui parlez quand il est bébé, moi j'ai ma fille, elle a quoi, ma dernière, elle a 1 an et demi. Quand je vais en voyage, comme demain matin, je l'appelle, je lui dis, je la réveille quand elle dort. Demain, je pars très tôt, mais je la réveille
ou alors la veille avant qu'elle ne s'endorme, je lui dis que demain matin, tu vas te réveiller, je ne serai pas là, je vais partir pour tel nombre de jours, je ne serai pas là, je reviendrai. Oui. Et tu respectes le nombre de jours? Parfois oui, parfois non, en fonction de... Mais au moins, elle sait que je suis... Parce que le danger, ça peut paraître amusant ce que je dis, mais le danger, c'est de lui parler ainsi et de ne pas tenir sa promesse. En ce moment, la conséquence est aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a le téléphone. Oui, Voilà. C'est qu'il y a le téléphone. Quand je l'ai au téléphone, elle balbutie, mais je lui parle et je sais qu'elle comprend ce que je dis. tout à fait, les enfants comprennent. Hein. On est d'accord. Même étant dans le vent, je suis d'accord avec vous. Paul Maël, et c'est une maman qui parle, donc je sais pas. Alors, peut-on penser que la société camerounaise est trop laxiste ou alors, comme le pensent certains, elle est tout simplement une imitation laxiste du modèle européen, M. Somo? Oui, et en fait, très régulièrement, n'est-ce pas, vous voyez quelqu'un qui vous dit que son fils se comporte comme tel. Il fait ceci que tel qui est de l'autre côté fait déjà. En fait, les médias nous ont permis, dans un environnement très rapproché, de nous servir de ce qui se passe en Occident comme étant la référence. Vous voyez, au détour d'une émission de télévision ou d'un sport ou d'une émission de télévision ou d'un sport, comme je dirais, comment je l'appelle, d'un cinéma, d'un film, vous voyez certaines attitudes et les parents à la maison les copient systématiquement pour les inculquer aux enfants. Bon, nous avons oublié ici, par exemple, en Afrique, que notre fils ne doit pas nous appeler Somo ou nous appeler Audrey. Mais, aussi bizarre que cela puisse paraître, de plus en plus, vous voyez des enfants qui appellent leur mère et leur père par leur propre nom. Ceci peut être une chose simple, mais ceci n'est pas très africain et ceci ne contribue pas à créer le modèle de relation qui existe dans notre société. C'est plutôt un modèle importé parce que ça détruit complètement ce qu'on pourrait appeler l'autorité que devrait exercer le parent sur son enfant. Alors, cette volonté à vouloir élever les enfants sur un modèle qui n'est pas le nôtre, à les amener à faire certaines choses qu'ils ne devraient pas faire pour les enfants de leur âge. Cela pourrait être extrêmement dangereux dans le sens d'une émancipation précoce et négative au niveau des enfants africains. Bon, cela peut paraître pour ceux qui pensent que le monde est universel, c'est-à-dire que ce qui se passe ailleurs est valable ici. Mais non, j'ai dit non, chaque société doit se reconnaître par un modèle culturel qui lui est propre. Se comporter autrement que ce modèle constitue une forme d'aliénation que nous, Africains, ne devrons pas accepter. Nos enfants posent un certain nombre d'actes ou présentent un certain nombre de comportements tout simplement parce que les parents et tous les autres acceptent que ça se passe ainsi parce que nous croyons que ce que nous voyons ailleurs, c'est ça qui est forcément bien. Et ce que nous faisons n'est pas mauvais. Voilà là où je peux être d'accord avec toi, n'est-ce pas, que, en fait, l'émancipation précoce, oui, l'émancipation, je suis d'accord que la question que tu poses, si je la transforme en sa version affirmative, je suis d'accord avec toi que, en fait, l'importation des modèles venus de l'extérieur constitue la source, n'est-ce pas, d'une émancipation précoce négative pour les jeunes Africains. D'accord. J'aimerais avoir l'avis de Jean-Baptiste Orona qui n'a pas parlé depuis un moment sur ce plateau. Mon avis par rapport à ce que M. Somo vient de dire, moi je suis tout à fait d'accord. Par rapport à la question que j'ai posée. Oui, par rapport à la question, moi je suis tout à fait d'accord avec son propos parce que il faut noter que la culturation de la jeunesse camerounaise est vraiment il contribue beaucoup vraiment à cette émancipation précoce parce que l'importation, on est en train d'épouser, on a tendance déjà à épouser la culture occidentale, voilà, effectivement, parce que vous avez aujourd'hui un enfant qui se permet, il n'a plus même le sens de respect même vis-à-vis de ses parents, même par rapport à ses grands frères. Donc il se permet de parler
Quand tu lui dis quelque chose, un parent lui dit, voilà, mon fils, dans la vie, il est interdit de faire ci ou faire ça. Bon, lui ne peut pas comprendre ça d'abord. Autrefois, quand on nous disait que, voilà, dans la vie, il faut être comme ceci, il ne faut jamais faire cela. Tu te contentais d'abord d'accepter et de dire, oui, c'est pas bon parce que grand-père ou alors papa me l'a dit. Des aînés, voilà. des parents étaient Mais aujourd'hui, il faut donner l'explication ça. à tout et ça fait que pour moi, l'émancipation, ça contribue aussi, cette acculturation. D'accord. Dans ce cas, quelles peuvent en être les conséquences? Avant de parler des conséquences, hein, j'aimerais revenir sur cet autre aspect-là. C'est vrai, on a toujours tendance à penser que ce qui se passe de l'autre côté est bien. On a toujours eu l'impression que voilà, il faut importer tout ce qui vient d'ailleurs. Oui. On a oublié carrément notre culture. Je vais m'arrêter sur l'aspect des médias, parce que les médias, l'image qu'on diffuse, ça influence beaucoup. Moi, je pense que ça influence beaucoup sur l'émancipation des enfants. Pas seulement les médias extérieurs, les médias locaux également. Je pense qu'on devrait, chez nous, penser à tropicaliser nos grilles de programme. Ne pas toujours copier ce qui se passe ailleurs. Oui, on peut avoir... N'est-ce pas se fermer au monde, ça? Non, pas tropicaliser. Non. Nos des programmes, oui. C'est pas se fermer au monde. C'est pas du tout se fermer au monde, ça veut dire quoi? Pas les tropicaliser à 100%. Et même si on le faisait à 100%, ce qui vient d'ailleurs, on les a déjà sur le câble, sur les bouquets, et autres. Donc voilà, ce serait pas mauvais déjà qu'on ait une chaîne qui s'intéresse uniquement à ce qui se passe chez nous, ce qui se passe en Afrique ou au Cameroun. Ce serait pas mauvais, au contraire. C'est vrai également que s'il faut voir certains médias quand même, se démarquent. Et puis s'il faut même copier, il faut copier le bon exemple. Par exemple, quand on regarde les chaînes étrangères, on a des émissions interdites à un certain âge, mais on a un signal en bas qui nous l'annonce. Chez nous, c'est jamais le cas. Je vais prendre un exemple d'un film, j'ai aucun problème avec le réalisateur ou les acteurs de ce film-là, Le Blanc des Yenga, où vous avez au début une scène. Je vous assure, si vous avez acheté ce film pour regarder avec vos enfants, vous avez une scène au début qui vous envoie carrément les fesses au sol. Carrément, vous avez envie de vous demander, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas que c'est mauvais, mais voilà, on devrait pas... On oublie qu'en Afrique, on est très pudique. On gagnerait à rester dans cette pudeur-là. Ne serait-ce que, bon, voilà... Il faut parfois, on sait que ça se passe, on sait qu'il y a des choses qui se passent, mais ne pas les montrer comme ça de manière crue aux enfants. Il y a des scènes, exemple. Tout à fait, il y a des scènes que les enfants regardent dans nos séries brésiliennes ou indiennes ou je ne sais pas trop, qui passent en soirée sur nos chaînes, les chaînes d'ici. Sauf que vous allez arriver dans les foyers, vous allez vous rendre compte que c'est papa qui est là, c'est maman, c'est les enfants, et vous avez des scènes incroyables qui passent. Et personne ne dit rien, tout le monde est content. Quand maman n'a même pas vu, c'est le petit dernier qui le lui raconte après. Et avec quel vocabulaire? Les mêmes vocabulaires qu'on a écoutés dans le film, c'est les mêmes propos. Parfois même il reprend même les... je sais pas... c'est un peu... C'est tout et n'importe quoi en fait, ce qui se passe sur nos médias. Alors, moi, je vais voguer à contre-courant parce que je ne suis pas du tout d'accord ni avec M. Somo, ni avec M. Ona, encore même avec Danis. Parce que ce que vous appelez copier l'Occident, moi, je l'appelle la modernité. On ne peut pas lutter contre la modernité. On est obligé, on est dans une société post-moderne aujourd'hui, on est obligé. Ce qu'on doit faire, par contre, c'est s'adapter à la modernité. Ce qu'on a fait, et je reviens sur les exemples que Danis prenait tout à l'heure, ce qu'on a fait justement, c'est qu'on est rentré dans la modernité sans au préalable encadrer comment nous rentrons dans la modernité. C'est pourquoi on a l'impression aujourd'hui que nous copions tout ce qui se passe ailleurs. Mais aujourd'hui, on est dans une société où il y a Internet, où il y a la télévision, il y a le câble. Comment vous faites pour ne pas avoir ses atouts? Vous prenez pas le téléviseur, vous le mettez dans la chambre quand vous allez au travail le matin. Il y a moyen de crypter. Oui, mais je veux dire que c'est pas ça le plus important. Moi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Plutôt que de dire à un enfant ne plonge pas dans la piscine, il faut lui apprendre à nager. Ok, c'est quelque chose de fondamental. Ici, Danis parle, par exemple, d'une scène dans un film où un monsieur embrasse une dame et estime que c'est une... Ça va parfois plus loin que ça. Moi, je dis... Donc, quand vous êtes chez vous et que vous voulez embrasser votre époux, les enfants sont là, vous faites quoi? Quand votre époux rentre le soir, vous voulez lui donner un baiser, on ne le fait pas devant les enfants.
Moi, quand j'ai envie d'embrasser ma femme, moi, quand j'ai ce que je veux juste dire, c'est qu'on est dans une société postmoderne, on est obligé de s'adapter à la société postmoderne en mettant justement un certain nombre de règles et de fonctionnements qui font que les gens sachent là où sont les limites. Dans ces limites, laissez-moi terminer. Dans ces limites, Paul Maël. Non, là, je ne suis pas d'accord. Non, justement. Monsieur Somo, justement. Mais ça revient à ce que je disais. Ça revient à ce que je disais. Si à la base, si dès sa naissance, mon fils a appris à m'appeler papa, à aucun moment il y aura de rupture. Il m'appellera papa. Parce que le jour où il tente de m'appeler Maël... Tu sembles dire qu'au nom de la modernité, il faut bien qu'il... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Justement, je disais que, puisque la modernité est là, adaptons-nous et fixons des règles pour que les gens sachent jusqu'où ils peuvent aller et où ils ne peuvent pas aller. C'est quelque chose de fondamental. Et ça se fait dès la base. Monsieur, tout le monde m'a interrompu, j'avais quelque chose sur laquelle je voulais développer. Il me semblait relativement 15 secondes. pertinent par rapport à cette situation. Il faut... comme je disais, aujourd'hui, voilà, je retrouve ce que je disais, pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, pour savoir quelles étaient les causes. Aujourd'hui, les parents... les conséquences. Voilà, les conséquences. Commençons d'abord. Les parents aujourd'hui, et je le dis, utilisent des enfants comme des jouets. Premièrement, pour assouvir des fantasmes, c'est-à-dire que les parents veulent généralement faire à leurs enfants ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ils se projettent dans leurs enfants. Et écoutez les discussions, généralement, entre les mamans aujourd'hui. C'est pourquoi, parce que le fils de X a eu le bac à 15 ans, il faut que le mien ait le bac à 15 ans, sans mentionner au préalable qu'il a des prérequis pour avoir le bac. On lui fait sauter un certain nombre de classes. C'est devenu une sorte de concurrence. Et même au niveau de l'encadrement, on envoie l'enfant à telle école parce que les enfants de telle y vont, il faut qu'il y aille. On oublie qu'il y a un contexte dans lequel on évolue. Mais je ne suis pas d'accord avec M. Somo qui veuille qu'on soustrait l'enfant des décisions qui sont prises sur lui. Moi, quand je déménage, je tiens une réunion de famille avec tous mes enfants. Ils sont très jeunes, hein, mes enfants. Je vous ai dit que mon aîné a 10 ans. Donc imaginez les autres. Mais je leur dis, on va déménager. On va partir dans une nouvelle maison. Parce que... Non, je ne leur demande pas leur avis. Je leur dis ce qu'on va faire. Mais je leur dis pourquoi on va le faire. Je justifie pourquoi on va déménager. Mais je ne leur demande pas est-ce que vous êtes d'accord qu'on déménage. Dernièrement, par contre, je suis allé inscrire mes enfants en début de semaine. Et à l'école de ma fille, ma deuxième, elle va au CE2. Et dans son école, au CE2, on choisit entre le français et l'anglais. Soit vous faites tout anglais, soit vous faites tout français. J'ai dit à ma sœur, attendez-moi, je suis reparti à la maison. Et je lui ai dit, à ton école, on dit que maintenant, à la classe où tu vas, il faut faire soit anglais, soit français. Qu'est-ce que tu veux faire? Et elle m'a dit, elle veut faire anglais. Je lui ai demandé, tu es sûr? Je lui ai bien expliqué ce que ça impliquait. Elle m'a dit, je veux faire anglais. Et je suis allé l'intégrer en anglais. Donc, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, je pense aussi qu'il y a des éléments qu'on néglige, qui, de mon point de vue, de mon humble avis, me semblent importants. Des activités post- et périscolaires me semblent très importantes. Inscrire un enfant en très bas âge dans une école de musique, dans une école de karaté, dans un centre de football, pour qu'il ait une activité sociale et associative très tôt, me semble très important pour l'autonomisation de l'enfant, parce qu'à un moment donné, de toutes les façons, vous ne pourrez plus le contrôler. Il faut le préparer à ça, et je pense que ce genre d'activité prépare les enfants justement à devenir autonomes à un moment ou à un autre. Alors, pour sortir... Et le discipline aussi. Oui. Pour sortir complètement de... Vous voulez qu'on avale tout ce que Paul a dit? Non, en 30 secondes, parce qu'on tire vers la fin de l'émission. Oui, d'accord. Paul dit, voilà, je suis allé, j'ai rencontré Paul. Je voudrais rappeler à Paul que là, c'est un expert qui parle, n'est-ce pas? Dans le choix que tu as fait, d'aller consulter l'enfant avant la langue, cela peut avoir des conséquences extrêmement graves. Des conséquences graves dans ce sens que jusqu'à un certain âge, il est absolument indispensable que le parent assume la totale responsabilité de l'éducation de l'enfant. Pour une raison simple, l'éducation dépend essentiellement de l'environnement socio-économique dans lequel nous nous trouvons. Et pour cela, le parent est suffisamment outillé, mieux armé. Et comme tu semblais vouloir le dire, il s'agit pour toi de persuader davantage l'enfant que de requérir son avis ou son choix. De consulter ou de persuader l'enfant? De persuader, je dis bien de persuader.
Le consulter pour lui demander son avis, c'est une chose, mais le persuader davantage sur un choix que tu t'es fixé toi-même, cela est fondamentalement important. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous prendre un exemple. Puisque nous sommes en train de parler de cas personnels. Mon fils, l'aîné, lui, il va en première. Champy le champagnard. Champy le champagnard. il va en première. Oui. Alors, il était question de choisir entre la première D et la première C. Je suis suffisamment averti de ce que peut représenter le fait pour lui de choisir la première D, comme des avantages qu'il y a pour lui de choisir la première C. Je lui ai posé la question, il m'a dit, je veux faire première D. Sur le coup, je me réserve de l'influencer outre mesure. Je prends tout mon temps. Non pas pour lui expliquer les choses, certes, il faut passer par là, mais pour le persuader à faire ce qui me semble être convenable et avantageux pour lui, au regard d'un certain nombre d'objectifs que j'ai pour lui et qui sont forcément les meilleurs parce que je suis son parent. C'est vrai qu'au sortir, il est important parce que l'échec, plus tard, de l'enfant peut être assimilé au fait que c'est le papa qui a choisi. Il ne s'agit pas d'obliger l'enfant à faire quoi que ce soit, mais il s'agit de le persuader. Je parle bien de la persuasion. La persuasion doit se faire à court d'arguments. Si vous ne parvenez pas à persuader votre enfant à faire ce qui est bon pour lui, vous avez échoué lamentablement dans le rôle d'éducation qui est... Moi, très rapidement, pour le cas de ma fille, pour prendre cette étape, je pense que je suis content qu'elle ait choisi l'anglais, parce que je pense que c'est une... dans ce cas, ça va. Ça ne me contrarie pas. Dans ce cas, ça va. C'est bon. Donc, qu'elle fasse le français ou l'anglais, l'un des deux ne me contrarie pas. Mais pour revenir à l'exemple de M. Somo, mon père voulait que je devienne médecin. Pourquoi mon père voulait que je devienne médecin? Parce qu'il n'y a pas de médecin au village. Dans mon village, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de médecin. Il voulait que je sois le premier médecin du village. Et moi, je n'avais pas envie de faire ça. Le métier que je fais aujourd'hui est celui que j'ai voulu faire depuis ma plus tendre enfance. Donc, il y a eu beaucoup d'obstacles que j'ai surmontés, M. Somo le sait, pour devenir le journaliste que je suis devenu aujourd'hui. Donc, ce que je voulais par contre dire, pour revenir à ce que Danis disait, c'est que les parents sont un référent important pour les enfants. C'est quelque chose de fondamental. Surtout lorsqu'ils ne veulent pas se projeter. Surtout lorsqu'ils ne veulent pas se projeter. Mais regardez, observez les enfants de chez vous. Moi, aujourd'hui, je m'habille comme je m'habille parce que mon père était très soigneux sur son habillement. Il prenait le soin de repasser ses pantalons. Les pantalons de mon père étaient impeccablement... Vous ne pouviez pas les froisser, ce n'était pas possible. Mon père, quand vous l'invitiez le jeudi, il commençait à préparer son habillement le lundi. Chaque jour, il suivait sa chaussure jusqu'à la date. Et j'ai copié ça. Et les enfants regardent ça. Pour finir, il y a un exemple que je vais vous prendre. Regardez le matin quand les gens vont à l'école. Vous avez une file d'embouteillage et vous avez un parent qui a 4 ou 5 enfants dans la voiture qui vient, il est 7h30, l'école entre à 7h30 et à 7h30, lui il est encore en route. Il sort de la file, il met les doubles clignotants et il essaye de forcer. Et quand il arrive, le policier l'arrête, il lui donne un billet de 1000 francs, le policier le laisse passer. Involontairement, vous êtes en train de passer des messages aux enfants. Le premier message que vous leur passez, vous leur dites, vous n'avez pas besoin de vous presser le matin. Vous pouvez vous lever quand vous voulez. Le deuxième message que vous leur envoyez, c'est que vous pouvez contourner la loi et la règle. Le troisième message que vous leur inculquez, c'est qu'ils peuvent corrompre. Et ces gestes-là, ils les répéteront à un moment donné de leur évolution. Vous sortez complètement de cette partie qui consistait à penser que l'émancipation est un défaut. Quelles recommandations pouvons-nous proposer rapidement en 30 secondes? Je commence par vous, Jean-Baptiste Oumou. Vous sortez de cette première partie, d'accord, qui consistait à penser que l'émancipation précoce est un défaut. Quelles recommandations pouvez-vous proposer? Moi, je propose que déjà, sur le plan déjà académique, parce que moi, je m'attarde beaucoup plus sur la jeunesse quasi opérationnelle. C'est-à-dire que sur le plan académique, qu'on essaye de réinterroger même déjà le système d'éducation même de nos jeunes au niveau même des établissements, de leur donner encore cet amour-là, cette envie d'aimer l'école. Et je pense que ça c'est d'un. De deux, et qu'au niveau, sur le plan environnemental, donc notamment la famille à la maison, qu'on essaye, qu'on interroge, qu'on amène les parents déjà à ne plus se disputer entre eux.
entre eux. Parce que déjà, les parents, beaucoup, mes prédécesseurs là, tellement ont déjà eu à parler de ça. Je ne veux plus m'attarder là-dessus. Nous sommes le parent et le modèle de l'enfant. Nous sommes en 30 secondes parce qu'il y a une deuxième partie. Hein. Oui, rapidement, si nous admettons que l'émancipation précoce est positive, il s'agit pour, n'est-ce pas, les parents qui sont en premier responsable de l'éducation des enfants, de leur devenir, qu'il y ait beaucoup plus d'emprise, n'est-ce pas, de parents sur les enfants et qu'ils définissent, mais qu'ils aient au moins défini au préalable un modèle. Parce que lorsque le parent n'a pas en lui-même un modèle référent sur lequel il s'appuie pour assurer la conduite et l'évolution de l'enfant, ce sera définitivement compliqué. D'accord. Dani Joubé? Pour ma part, ce serait bien qu'on retourne à nos valeurs. Je sais que ça va encore faire marrer plus d'une personne, mais je pense qu'on a des valeurs à inculquer aux enfants. Donc tout commence déjà à la maison, comme on l'a dit, hein. Dès les premiers pas de l'enfant, dès sa naissance même d'ailleurs, on devrait lui inculquer certaines valeurs. Je pense que c'est à partir de là que les choses pourront changer. D'accord. Paul Maël? Oui, c'est ça que je dis. Je suis d'accord avec Dani. Il faut revenir aux bases. La base, la formation à la base et la responsabilisation des enfants, ça aussi c'est important. Il faut commencer dès le bas âge à dire aux enfants qu'on ne fait pas ça. On n'interrompt pas, on ne s'assoit pas, on ne parle pas quand les adultes parlent, on ne les interrompt pas. On mange à telle heure, on fait ceci. Il faut commencer à fixer les règles dès la base. Mais il faut aussi les responsabiliser. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est que parce qu'on a une ménagère à la maison, les enfants ne font plus rien. Il faut arrêter ça. Moi, chez moi, par exemple, mon fils Kéza, il sait que si le filtre, s'il n'y a pas d'eau dans le filtre, il est bastonné. Grâce, elle sait qu'elle doit faire la vaisselle. Arita, elle est plus petite, elle a 2 ans, à 3 ans, elle surveille tout le monde. Elle est chargée de me dire qui n'a pas rempli le filtre et qui n'a pas fait la vaisselle. Et ça commence à leur donner très tôt le sens des responsabilités, de comprendre que la ménagère n'est pas leur bonne. Ils doivent faire un certain nombre de choses eux-mêmes. Le matin, ça, c'est pendant les vacances. Pendant l'école, ils ne peuvent pas faire la vaisselle, mais pendant l'école, ils sont chargés eux-mêmes, avant de dormir, de préparer leur sac, de préparer leurs affaires. La nounou, le matin, ne doit s'assurer simplement que tout est OK. Mais ils ont la responsabilité de préparer ça, de préparer leurs vêtements, de préparer leurs chaussures, ainsi de suite, de ranger leurs chaussettes, de ranger leur chambre, ainsi de suite. Ce genre de choses. Il faut responsabiliser les enfants, leur dire que vous avez des choses à faire. L'une des solutions plus simples, c'est de ne pas l'avoir de bon du tout. Alors, pourquoi? Incontestablement, non. On est sorti de cette partie-là. Il faut que moi j'évolue incontestablement. Hein, on ne peut pas se limiter à admettre que l'émancipation précoce reste un défaut. Certains parents, à la limite, même s'en vantent. Alors, dites-nous, Paul Maël, vous qui êtes père d'enfant, quelle fierté tirez-vous du fait que votre enfant soit précocement émancipé? Mais je pense que la première chose qu'il faut souhaiter quand on a un enfant, c'est qu'il ait une bonne ouverture d'esprit. Je pense que l'émancipation précoce, justement, ouvre l'esprit des enfants. Ça leur permet de faire un certain nombre de choses. Il y a un truc important que moi, je n'ai pas eu la chance de faire avec mon père, parce que mon père était quelqu'un de très dur, c'est que je ne discutais pas avec mon père. J'ai commencé à discuter avec mon père quand j'ai eu le bac. C'est là où on s'asseyait comme ça et on discutait, mais même jusque-là, il y avait des... Mais je pense qu'il faut aujourd'hui discuter avec les enfants, parler avec eux. Le fait qu'ils soient précocement émancipés les prépare à une autonomisation, parce que un des sujets que j'aborde régulièrement avec M. Somo quand nous parlons des enfants, c'est que moi, mon vœu, c'est qu'à dès qu'un enfant a le bac, qu'il sorte de ma maison. Absolument. Qu'il aille au campus universitaire se débrouiller. Parfois, tu oublies de lui envoyer l'argent de ration, qu'il commence à comprendre que ce n'est pas facile. Les gens à qui on donne tout et on mâche tout, moi, je ne suis pas pour ça. Je pense que très tôt, plus un enfant s'autonomise tôt, plus il a les chances de s'autonomiser dans la vie. Aujourd'hui, l'espérance de vie est très réduite. Vous n'êtes pas sûr que vous resterez là jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. Il faut qu'il soit préparé très tôt à assumer un certain nombre de responsabilités au cas où il serait confronté à la dureté de la vie. Monsieur Somo? Oui, je suis pour la première fois très d'accord avec Paul sur cet aspect de choses. Plus tôt, n'est-ce pas, l'enfant a pris son autonomie, plus tôt il sera préparé à aborder les difficultés de la vie. Bon, le problème reste que lorsqu'on parle d'émancipation précoce, il ne faut pas qu'on ait une acception péjorative de cette expression. Il faut que l'on pense que être précocement, n'est-ce pas, émancipé suppose être capable de réaliser un certain nombre de tâches positives à l'avance. Ça veut dire qu'être capable, par exemple, de laver les habits très tôt, être capable de les repasser, être capable de prendre une décision la bonne, n'est-ce pas, pour l'intérêt de la famille, ainsi de suite. Donc,
tout ce qui est acte positif et qui est pris antérieurement à l'âge qu'il faut pour cela, pourrait être un plus, n'est-ce pas, dans le devenir de l'enfant et de la famille. Donc il n'y a pas que des défauts. Il n'y a pas que des défauts. L'émancipation précoce peut être une véritable qualité lorsque ceci va dans le sens de l'émergence, si vous voulez, de l'émergence, de l'agrandissement, de la prospérité de la famille. Voilà. Jean-Baptiste Omona. Oui, je pense que je vais continuer juste avec ce que mes prédécesseurs ont dit, c'est que après avoir pris toutes ces dispositions-là, je pense qu'on peut voir un enfant qui a 20 ans, un jeune à 20 ans, 25 ans, lorsque son parent, il peut arriver que son parent ne soit plus là. Il peut se retrouver maintenant peut-être responsable d'un certain nombre de problèmes même au sein de la famille. Et je pense que c'est l'une des aspects, c'est l'un des aspects, pour moi, l'un des aspects positifs de l'émancipation. Danis Youngé, en une seconde avant qu'on ne nous coupe. Alors, l'aspect positif de l'émancipation précoce, comme les autres l'ont mentionné, c'est le fait que l'enfant puisse se prendre en charge tout seul, puisse déjà savoir que même si papa n'est pas là, même si maman n'est pas là, je peux par exemple aller me servir à manger, je peux me laver les dents avant de me coucher, je peux me prendre en charge, je peux prendre soin de moi et de la maison et peut-être même de mes cadets sans attendre toujours qu'on me crie dessus. Donc je pense que là, c'est l'aspect positif de la chose. Donc c'est une fierté. Ouais, tout de même. Alors merci chers panélistes d'être venus. Paul Maël, merci. Danis Youngé, Jean-Baptiste Omona, M. Somo. On se retrouve samedi prochain lorsqu'il sera 13h. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous, surtout pas d'excès. À bientôt.